a commencé pendant effectivement une retraite au Pérou, il y a quelques années de ça. En pleine journée, je divisais ma journée en différents moments, des moments d'exercice de physique, de Qigong, de choses comme ça. Et en fin d'exercice de Qigong, je me suis dit, tiens, j'ai envie de me poser, de faire une sorte de méditation, une sorte de rêve éveillé. Donc je me suis allongé sur la couche, j'étais dans une petite hutte au milieu de la forêt. Et puis je ferme les yeux, je laisse mon esprit vagabonder. Et je m'imagine, là, je n'ai pas une grande expérience de ce type de pratique, j'essaie juste de laisser les choses aller. Et puis je m'imagine comme si j'étais un oiseau en train de voler, donc je suis dans une région, dans une vallée, il y a une rivière qui coule à côté de la maison où je suis installé. Donc je me vois survoler cette rivière. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose d'un peu étrange qui se passe, qui n'est pas brutal, mais qui est surprenant parce que c'est comme si une image prenait le pas sur mon imagination. Et tout d'un coup, ce paysage que je m'imagine être en train de survoler devient tout blanc. Je vois des petits points noirs qu'au début, je me dis, bah, tiens, c'est peut-être des Indiens, parce que je suis en Amazonie. Et puis en fait, je me rapproche assez rapidement. Ces petits points noirs, ce sont des soldats. Et tout d'un coup, je vois une scène de guerre qui se déroule devant moi. Je vois des soldats qui avancent cachés derrière des chars. Je vois un soldat plus particulièrement. Et je me sens comme une espèce de connexion à cet homme. Enfin, tout ça est super surprenant. Mais je laisse courir, je laisse mon imagination continuer à construire ça. Instantanément, je sais que ce soldat s'appelle Alexander. J'ai son grade militaire. Je sais qu'il est allemand. Je ne parle pas un mot d'allemand. Je ne connais pas spécialement les grades militaires. Mais d'un coup, ce grade vient à mon esprit. Et puis, je le vois prendre un éclat d'obus dans la gorge. Et ça, c'est assez surprenant parce que la scène est très, très claire dans mon esprit. Mais encore une fois, à ce moment-là, je me laisse juste aller. Depuis des années que je découvre ce monde invisible, j'entends toujours « il faut lâcher prise, il faut lâcher prise ». Donc en fait, je me laisse simplement porter par ce que mon esprit est en train de construire. Et cette scène se répète, je vois ce soldat debout, je le vois reprendre cet éclat d'obus, je vois des flots de sang. La scène est très noir et blanc parce que le sol est blanc, son costume est noir, lui il est sombre, et je vois du sang rouge. Enfin, l'image est très très frappante. Et il tombe, et je vois son visage au sol, je vois le sang couler. Et puis je vois d'autres scènes comme ça qui se poursuivent. Et il y a une telle intensité émotionnelle, et j'ai tellement de détails, parce que Alexander, Obersturmführer, qui est le grade que j'ai eu, je dis, mais est-ce que je peux avoir son nom de famille ? Et là, je vois, dans mon imagination encore une fois, une carte d'identité apparaître avec marqué Hermann dessus. Et la scène va durer un certain temps. Et quand finalement ça s'achève, je me lève et je me dis... je suis frappé par l'intensité de ce qui vient de se passer, mais pas une seule seconde, je peux imaginer qu'il s'agit d'autre chose que le fruit de mon imagination, le fruit de mon cerveau, et que ça a peut-être à voir avec des dimensions cachées de ma psychologie. Enfin voilà, je suis quelqu'un un petit peu torturé par 2-3 idées depuis l'enfance, donc je me dis que c'est peut-être ça. Et puis je laisse ça en plan, et quand je rentre en France quelques semaines plus tard, je vais sur Google, je mets le nom de ce garçon dans le moteur de recherche en adjoignant Obersturmfürer, et là je trouve une occurrence, je trouve une liste d'officiers de la Seconde Guerre mondiale avec son nom, mais je me dis c'est une coïncidence, c'est comme si là j'essayais d'inventer un nom sorti comme ça de ma tête, il y a de fortes chances qu'on trouve un nom correspondant. Le seul truc un peu curieux, c'est qu'il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'un seul Obersturmfürer Alexander Hermann. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas zéro, il y en a un. Mais j'ai besoin de choses très solides pour m'engager là-dessus, pour commencer une enquête. Je ne peux pas commencer une enquête sur des choses un petit peu légères, avec des impressions. Là, on est dans une expérience complètement subtile, complètement personnelle et intime, subjective. Donc pour commencer, pour que je commence à pouvoir considérer qu'il puisse s'agir d'autre chose que simplement ma psychologie, il me faudrait un truc plus concret. Donc en fait, je vais laisser cette histoire-là en plan pendant des mois et des mois et des mois. Et puis, le hasard fait que je vais recommencer cette recherche longtemps après. Et cette recherche, de fil en aiguille, m'emmène jusqu'à faire la connaissance d'un historien français qui est spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, qui m'apprend que si cet homme était un officier allemand, il y a peut-être une chance qu'un dossier militaire existe et soit accessible. On se met en contact avec un service d'archives aux États-Unis, il y a un dossier militaire, et quand je reçois ce dossier militaire, il y a un acte de décès dans le dossier qui mentionne que cet homme est mort d'un éclat d'obus à la gorge.
Et là, c'est une claque énorme. Parce que là, tout d'un coup, on n'est plus dans la coïncidence. Le nom, le prénom, le grade, je me dis, bon, ok, j'ai lu quelques livres sur la Grande Guerre mondiale, peut-être que ce grade est resté dans ma tête comme ça. Mais là, que ces 3 éléments coïncident avec un 4e, qui est précisément la façon dont cet homme est mort, là, pour moi, c'est un... Je me souviens vraiment de ce jour-là, parce qu'en fait, il se trouve que c'est le jour de la naissance de mon frère, qui était décédé il y a des années de ça en Afghanistan. Donc ça m'a marqué, cette synchronicité dans ce timing. Et c'est vraiment cet élément qui fait que je vais me lancer dans une enquête, parce qu'il faut que je comprenne quel est le lien que j'ai avec cet homme. Alors je vais découvrir au fur et à mesure de cette enquête, qui va me prendre des semaines et puis des mois, je vais découvrir beaucoup d'éléments biographiques sur cette personne-là. C'est vraiment quelque chose que je raconte tout au fil du bouquin. Donc je ne vais pas forcément rentrer dans les détails ici, si ce n'est que cet homme devient un être réel. Un être réel, un homme qui est mort à 25 ans. Voilà, autre petit détail que j'ai vu, je savais qu'il avait 25 ans quand il est mort. Voilà, 5e élément. Du coup, la question qui m'interpelle, qui me taraude et qui va vraiment être le fil rouge de cette enquête, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que je l'ai rencontré? Parce que j'ai manifestement rencontré quelqu'un qui a réellement existé. Je suis au Pérou, à plus de 10 000 km de l'Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé? En quoi ça me concerne? En quoi ça me concerne? Donc, au fur et à mesure que j'enquête sur cet homme, Alexander Herman, dont j'ai peu d'éléments, hein, au final, j'ai quand même 150 pages de dossiers d'archives concernant son parcours militaire et sa vie personnelle, ce qui est déjà énorme comme source. Ça me permet de valider énormément de points de ce que j'ai perçu pendant cette vision. Mais je m'interroge aussi sur moi, sur mon propre parcours, parce que je pense que les réponses, elles sont aussi dans ma vie, dans ce qui me fait peur, dans ce qui m'obsède depuis que je suis devenu journaliste, dans des pans entiers de ma psychologie. Et en fait, progressivement, en enquêtant sur lui, je découvre aussi une sorte d'explication à des émotions qui me tourmentent ou qui sont là en moi depuis quasiment tout le temps, aussi loin que mes souvenirs me portent. Et je suis assez stupéfait de découvrir que c'est peut-être lui qui les a laissés en moi, ces émotions. Alors l'élément qui a été pour moi très compliqué à gérer et très dur à vivre dans ces premières semaines, c'est que cet homme n'était pas simplement un soldat allemand, il était un SS. Donc les SS, ce ne sont pas des soldats proprement dit, c'est une sorte de milice privée qui a été créée en même temps que le parti nazi et qui a eu une branche militaire à partir d'un peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça n'était pas simplement des jeunes garçons qui étaient appelés. Pour entrer dans la SS, il fallait être motivé, il fallait en faire la demande, il fallait être quand même partagé 100% de l'idéologie de ce régime affolant. Donc au début, j'ai été très mal à l'aise par rapport à ça, vous en imaginez, parce que pas une seule seconde je partage évidemment les idées de ces gens, de ce régime. C'est même diamétralement l'opposé. Donc ça a été très compliqué pour moi de me positionner par rapport à ça. Et puis il y avait un énorme flou sur ce qu'il a fait, parce que les SS, je ne connaissais pas grand-chose à l'époque, j'avais juste cette idée que c'est quand même eux qui ont été les acteurs de la solution finale. Les SS, c'était ceux qui gardaient les camps de concentration, qui ont participé à l'extermination du peuple juif, c'était eux qui composaient les Einsatzgruppen, qui étaient les groupes d'extermination, qui derrière l'armée officielle allemande exterminaient des centaines de milliers de personnes. Et cette histoire, je la connais aussi parce que c'est quelque chose qui m'obsède, moi, en tant que journaliste depuis longtemps, le mal en général et la Seconde Guerre mondiale beaucoup, donc j'ai beaucoup lu aussi sur ça. Et dans les premières semaines de mon enquête, quand je découvre qu'Alexander Herman a été en Russie et a fait partie de l'invasion allemande de la Russie en juin 1941, il y a des angoisses énormes, j'en frissonne même maintenant, j'ai des angoisses énormes de me dire mais il était où? Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il était en première ligne? Est-ce qu'il était derrière à commettre ces horreurs? On a appelé ça la Shoah par balle, parce qu'avant que la solution finale ne soit mise en œuvre avec les camps de concentration qu'on connaît, Auschwitz et autres, pendant plusieurs mois, les forces SS notamment ont exterminé des centaines de milliers de personnes en Ukraine et ailleurs par balle, ou dans des conditions innommables. Donc c'était, pour moi, c'était des sautes d'émotions colossales, parce que je suis dans le dégoût absolu, comme chaque être humain peut l'être par rapport à cet épisode, et de découvrir tout d'un coup qu'il y a quelque chose qui me relie à ça, pas de façon familiale, pas parce que je suis d'origine juive, mais l'inverse, par autre chose. Je ne veux pas m'identifier à ça, pas une seconde, je suis fasciné par ça, au contraire, c'est l'opposé. Donc
Il y a l'envie d'explorer, parce que la porte est ouverte. Donc ça, je peux pas arrêter. Moi, je suis au-delà même d'être un journaliste, je suis quelqu'un qui, une fois qu'il a ouvert les portes, ne peut pas dire bah, finalement, je m'en fous, je ne veux pas en entendre parler. C'est là devant moi, il faut que je continue l'exploration. Donc je veux comprendre qui est ce gars-là, je veux comprendre ce qui nous lie. J'ai très très peur de découvrir des choses effrayantes, mais je ne peux pas m'empêcher d'y aller quand même. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai longtemps hésité à en faire un livre. Je me suis dit, c'est quelque chose que je dois mener moi-même, je vais en faire une enquête, je vais éventuellement aller en parler à un psy, et puis je vais régler ça de façon très discrète entre 2 livres que je livre au public, mais pas celui-là. Et puis finalement, j'ai quand même pris cette décision d'écrire ce livre, mais ça a été loin d'être évident. Alors, l'idée de réincarnation, l'idée telle qu'on peut s'en faire, nous, occidentaux, qui est une idée extrêmement naïve et réduite, vient assez rapidement, parce que la réalité de l'existence de cet homme est faite pour moi. Il n'est pas, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, son dossier militaire l'atteste. Donc, il y a une liaison entre cet homme qui est mort il y a plus de 70 ans et moi. De quelle nature? Est-ce que tout d'un coup, je suis comme un médium, comme ceux que j'ai interrogés dans le test, et que j'aurais capté un défunt qui traînait par là? Le problème, c'est qu'en commençant l'enquête, je m'aperçois que ma vie est habitée par la mémoire de la guerre, la mémoire de la honte, la mémoire de la culpabilité, par des émotions. Je parle notamment dans le livre de beaucoup de rêves, qui sont des rêves affreux que je fais, où je participe à des tueries, et ça bien avant cette rencontre avec cet Alexander Herman. Donc tout ça m'indique qu'il y a, c'est pas seulement moi par hasard qui aurait croisé la route d'un fantôme traînant par là au Pérou, et que tout d'un coup on se serait connecté. Il y a une relation qui me lie à lui. Maintenant, la réincarnation, pour ce que j'en avais découvert en étudiant un petit peu le sujet, en parlant avec des lamas tibétains ou dans d'autres traditions sur le sujet, c'est pas une identité qui meurt et puis hop, qui revient quelques années plus tard, comme nous on aimerait. Ouais. Vous adorez être vous-même, j'adore être moi, j'espère que l'éternité, c'est moi qui vais revenir éternellement. Bah, c'est un peu l'inverse, justement, la réincarnation. C'est-à-dire que notre identité est quelque chose qui s'efface et qui disparaît avec le temps, et il y a quelque chose en nous, auquel on a rarement accès de notre vivant, qui est éternel et qui, lui, peut-être, les Tibétains parlent d'un continuum de conscience. C'est un peu abstrait comme concept, mais pour moi, c'est assez parlant. C'est une sorte de courant d'énergie qui m'anime aujourd'hui, qui va animer quelqu'un d'autre plus tard, qui animait quelqu'un avant. Et dans les semaines et les mois qui marquent l'enquête que je fais derrière cet Alexander Herman, j'essaie d'être sensible à ça. Et c'est aussi une des leçons de ce livre et de cette enquête, c'est que j'ai essayé d'écouter ce qu'il y avait en moi, puisque la source et toutes les réponses étaient au fond de moi, et que cette confrontation avec un miroir me renvoyait le visage d'Alexander, il fallait que je comprenne aussi la source de ce lien entre nous. J'ai essayé d'apprendre à mieux écouter mes intuitions, ces petites choses qu'on n'écoute jamais dans la vie. On dit bon, on verra plus tard, ou alors on est tellement pris par l'activité frénétique qu'on laisse ça de côté. Ben là, j'ai laissé les choses monter, j'ai laissé les choses venir. J'ai beaucoup fait de voiture, j'ai beaucoup roulé en Allemagne, donc sur les trajets, j'ai laissé des choses monter. Et dans ces intuitions, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 choses très curieuses. À la fois la sensation que des émotions que cet homme avait sans doute dû vivre, des peurs, des colères, la brutalité, étaient en moi comme si c'était mes propres souvenirs ou mes propres... Pas souvenirs, parce que je n'ai pas de souvenirs conscients, mais mes propres émotions. Mais à côté de ça, j'avais aussi la sensation d'une personne extérieure à moi, qui parfois m'inspirait, me guidait. Enfin, il y a des passages dans le livre où je raconte de façon assez stupéfiante comment j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me met les mains sur les épaules et qui m'emmène dans telle rue. Et quand je suis devant telle rue comme ça, sans pas savoir ce que je dois faire là, je découvre 2 heures après que c'est la maison où il habitait pendant tant d'années. Et là, il y a vraiment quelqu'un d'extérieur à moi qui m'a poussé à ces endroits-là. Et l'émergence de cette sensibilité, l'acceptation de cette sensibilité, pour moi, a été aussi un élément très fort de cette enquête et que je livre en plein de détails. Enfin, je ne suis pas devenu médium, parce que je suis encore très bourrin quand même, mais il y a une sensibilité que les médiums m'ont décrit avoir, que j'ai ressenti moi-même aussi. Et si j'y arrive moi, ça veut dire que tout le monde peut arriver à être connecté à ça. Donc réincarnation, je ne sais pas. Moi, je ne sais plus qui disait « J'adore les gens qui se posent des questions, mais je me méfie beaucoup de ceux qui apportent des réponses ».
C'est pour ça que moi, j'aime pas trancher. Est-ce que je suis la réincarnation de ce bonhomme ou pas? Cette question est tellement réductrice par rapport à l'ampleur de toute cette aventure, par rapport à tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai guéri, tout ce que j'ai identifié de mon propre parcours, qu'il y a évidemment un lien entre nous, il y a évidemment quelque chose qui est passé en lui, qui passe en moi et qui vit en moi aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la réincarnation? Sans doute, peut-être. Mais j'aime pas trop m'attacher uniquement à ce mot parce que je trouve que dans l'esprit occidental, surtout, il convoque un certain nombre d'images qui sont des clichés vraiment à l'opposé de ce que j'ai vécu tous ces derniers mois. Depuis que j'ai fait la rencontre de cet Alexander Herrmann, je porte cette culpabilité atroce d'avoir rencontré quelqu'un qui a participé au plus abominable des régimes que l'humanité ait porté et qui a participé consciemment, avec enthousiasme même. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas participé physiquement à la solution finale en étant, par exemple, dans un camp de concentration. Il a été dans les combattants, toujours en première ligne. Mais malgré tout, il a quand même été volontaire dans ce régime-là. Donc est-ce que je porte cette culpabilité? Oui, mais c'est une erreur, parce que ce n'est pas moi qui ai commis ces choses-là. Et cette culpabilité, je l'avais depuis des années. Elle nourrissait une colère en moi, un espèce de sentiment de peine, de tristesse, de mélancolie inidentifiable. C'est comme si depuis des années, je vivais avec quelque chose qui me plombe, sans du tout savoir pourquoi, sans du tout savoir d'où ça venait. Et en rencontrant cet homme, j'ai compris que c'était à lui que ça appartenait. Et de faire ce livre, de faire cette enquête, m'a aussi permis de nous dissocier. Voilà, le mec qui a fait les mauvais choix, c'est pas moi, c'est lui. Et moi, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien, enfin j'ose l'espérer. Et j'ai toujours essayé d'œuvrer dans ma vie personnelle comme ma vie professionnelle pour faire exactement l'inverse de ce qu'a fait Alexander, en fait. Moi, je suis journaliste depuis toujours. C'est vraiment une passion. C'est vraiment quelque chose qui a émergé en moi alors que j'étais adolescent et que je m'emmerdais sur les bancs de l'école. Et qu'est-ce que c'est qu'un journaliste? Pour moi, c'est quelqu'un qui va rencontrer des gens différents et qui va essayer de créer des passerelles entre ces gens différents et d'expliquer leurs actes à des gens qui sont comme moi, des gens de mon pays, des Français qui parlent la même langue que moi. Donc moi, en fait, j'ai fait l'inverse de ce qu'ont fait les nazis, toute ma vie. J'ai essayé d'apporter des éléments pour que les gens eux-mêmes puissent juger d'une situation, juger de quelque chose, puissent être eux-mêmes les acteurs de leur réflexion par rapport à la vie. Les nazis, ils ont fait l'inverse. Ils ont écrasé toute réflexion, ils ont écrasé toute conscience, sans même parler du massacre physique de tant de centaines de millions de personnes, milliers de personnes. Donc je ne porte pas cette culpabilité, mais il a quand même fallu cette confrontation pour m'en apercevoir et pour me libérer de ça. Et ça a été, je crois, ce qui m'a décidé à écrire ce livre, parce qu'on est tous comme ça, en fait. On a tous ça. Alors on n'est tous pas forcément la vie suivante d'un officier SS, mais cette ombre qu'avait ce garçon qui est né en 1916 dans l'est de l'Allemagne, cette ombre qui s'est développée en lui, elle s'est développée en des millions d'Allemands. Il n'est pas né dans une famille antisémite particulièrement, il n'est pas né dans une famille qui le brimait. Ça a été un petit garçon heureux, dans une famille plutôt heureuse, dans un moment de crise, effectivement. L'Allemagne des années 20 était une Allemagne en crise. Et il y a quelque chose qui a commencé, une danse dans ce pays. Une danse qui a conduit à ce qu'un fou un peu crétin, tout d'un coup, séduise des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes. Et en quelques années, comme ça, par des concours de circonstances hallucinantes, quand on décrypte l'histoire, comme je l'ai fait aussi dans le livre, eh ben, il est au pouvoir et tout le monde a peur et tout le monde va être conduit à faire des choses mais hallucinantes, innommables. Sauf que ces choses hallucinantes et innommables, on est tous capables de les faire. On est tous capables de basculer. On va se dire, nous, dans notre confort ici, non, mais moi, je n'aurais pas fait ça. Je pense que se dire, moi, je n'aurais pas fait ça, c'est déjà ignorer ce qu'on a au fond de nous. C'est peut-être choquant ce que je dis, mais moi, c'est cette certitude intérieure que j'ai depuis toujours qui m'a conduit à vouloir devenir journaliste. Et je ne suis pas devenu journaliste pour faire les rubriques sportives ou m'occuper de politique. Je suis devenu journaliste parce que je voulais comprendre pourquoi on peut faire des choses mal. Pourquoi est-ce qu'on peut tuer quelqu'un? C'est hallucinant quand vous y pensez. Enfin, on s'entend plutôt bien, on vit dans un pays plutôt cool. Moi, je suis né à la fin des années 60, c'est plutôt tranquille. Enfin, il y avait un petit peu mai 68. Mais à part ça, c'était gentil.
Donc comment est-ce que tout d'un coup on peut avoir envie de prendre un fusil, de tirer une balle dans quelqu'un, un enfant, et à 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'étais de plus en plus obsédé par ça. Je ne savais pas encore que je voulais devenir journaliste, mais je voulais déjà me confronter à ça, me confronter à comment on peut en arriver à des choses comme ça. Alors aujourd'hui, des années plus tard, je comprends que si j'avais envie de comprendre ça, c'est parce que je portais justement la mémoire de quelqu'un qui s'est laissé glisser. Mais je pense que les Allemands, et aujourd'hui il y a beaucoup de travaux en psycho et en sociologie qui nous expliquent ça, justement, que les bourreaux, les gardiens d'Auschwitz ou l'immense majorité du peuple allemand ne sont pas diamétralement opposés, différents du peuple français, de tous les peuples de la planète. Ils se sont juste trouvés à un moment embarqués dans quelque chose, et que si nous, justement, on était précipités dans un contexte social, culturel et politique identique à celui de l'Allemagne des années 30, il y aurait une immense majorité d'entre nous qui se laisseraient happer. On vit peut-être sur des mythes, et notamment, et en tant que journaliste, c'est quelque chose auquel j'ai voulu me confronter assez rapidement, les mythes de non, tous les Français ont résisté. Non, pas du tout, quoi. Il y a quelques années, il y a des journalistes de France Inter, je crois, qui avaient fait une série d'interviews avec des personnes qui avaient répondu positivement à l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Ils se comptent sur quelques mains, c'est quelques dizaines de personnes qui sont parties en Angleterre rejoindre le général tout de suite. Donc il y a des gens d'exception, mais ces gens d'exception sont extrêmement rares, et l'immense majorité d'entre nous, parce que c'est entre nous, on se laisse porter, on a un peu la flemme, et je pense que cette flemme intellectuelle, elle peut conduire à des choses atroces, parce que c'est crescendo en fait. On ne se rend pas compte qu'on devient infâme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'identifier cette part d'ombre et cette part de lumière qu'on a en nous? Déjà, accepter de les voir. Accepter de les voir, parce que on passe notre vie à se construire une forteresse pour se prémunir de ce qui nous affecte, l'extérieur, mais avant d'être affecté par l'extérieur, on est déjà affecté par les mouvements internes de notre conscience. Et plus on gagne de l'âge, plus la forteresse devient solide, parce que finalement, on a quand même envie d'être confortable et de se confronter. Et moi, Dieu sait pourquoi, j'ai choisi un métier qui me donne la possibilité en fait, de ne jamais laisser se refermer les portes qui s'ouvrent. C'est très inconfortable, mais je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas vivre autrement. Et je pense que pour chacune et chacun des personnes qui nous écoutent ou qui s'intéressent à ces sujets-là, je pense que déjà pour essayer de savoir qui on est, il faut simplement s'écouter et avoir la lucidité de reconnaître qu'on sait très très peu de choses sur nous en fait. Et on peut commencer à écouter ses rêves. Voilà la première porte vers notre inconscient qui chaque nuit s'entrouvre. Ça peut être confus, ça peut être indescriptible, indéchiffrable au début, mais ça peut venir progressivement. Et je crois qu'il ne faut pas ignorer qu'on ait cette part d'ombre. Pour avoir énormément lu en faisant cette enquête, j'ai aussi lu beaucoup de travaux de sociologues ou de psychologues sur la Seconde Guerre mondiale. Et tous, unanimement, tous les gens qui ont participé du près ou de loin, vous disent qu'on ne se connaît pas dans des situations de guerre. Nous, on vit dans une vie extrêmement confortable. Alors oui, il y a du chômage, c'est la crise, etc. Mais en fait, si on regarde l'état de la planète, on est quand même dans un pays, ici en France, dans un confort extraordinaire. On a un problème de dents, hop, c'est quasiment remboursé. On vit dans le confort. On n'est pas dans la détresse atroce que peuvent vivre des enfants en Syrie aujourd'hui. Donc ce confort, en fait, nous donne la possibilité d'échafauder des modes de pensée qui nous donnent l'illusion qu'on se connaît vraiment, mais on ne se connaît pas vraiment. Et à la première crise, les failles arrivent, les mécanismes de protection se cristallisent, se renforcent, et on peut se surprendre soi-même par des réactions racistes, de colère. Ce qui s'est passé avec la crise des migrants il y a quelques années et le déferlement d'une population en souffrance extrêmement nombreuse a déclenché chez des gens qui ne pensaient peut-être même pas avoir ce type de réflexion, des petits réflexes. Oui, mais en fait, il faut quand même qu'on se protège. Voilà, des peurs. Hop, ça vient très vite. Et il suffit de pas grand-chose. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été très présent en moi, qui a toujours été très, très lucide
Et il faut garder cette lucidité sur ce plan-là. Il ne faut pas se mettre de hier, il ne faut pas refuser la confrontation. Et on vit peut-être aujourd'hui dans une société qui a envie de placer le développement personnel et le chemin spirituel dans cette espèce de zone de confort dans laquelle on vit. Sauf que le chemin spirituel, ce n'est pas une zone de confort, c'est une zone de risque. Il faut qu'on prenne des risques. Et être libre, être lucide sur soi, c'est prendre le risque de découvrir des choses qu'on n'a pas forcément envie de découvrir. Mais c'est en les découvrant que finalement, on peut accéder à une étape supplémentaire. Moi, je n'ai pas envie de mourir en me disant « Ah zut, finalement, ce truc-là, j'aurais dû enquêter un peu plus parce que peut-être qu'il y avait une clé sur ma colère, il y avait peut-être une clé sur ma mélancolie, il y avait peut-être une clé, quelque chose à comprendre qui aurait pu m'aider. » Et la vie va tellement vite, mais tellement vite. Ça passe en un clin d'œil que qu'est-ce qu'on attend pour se regarder en face, quoi. J'ai vraiment le sentiment que la vie, ça ne sert qu'à guérir. Parce qu'on n'est pas parfait, on est imparfait, on est un espèce de carrefour de rencontres, de peine, de souffrance, de joie, de regret. Dans ce petit corps humain de cellules qui ne vit pas très longtemps, se rencontrent plein de choses qui sont une espèce de projet de travail, de projet de guérison de quelque chose. On ne va pas tout guérir d'un coup de baguette magique comme ça en une fraction de seconde, on va passer une vie à peut-être régler un problème, faire face à un problème. Ce qu'il faut, c'est ne jamais se dire qu'on a terminé, qu'on a bouclé le truc. Ne jamais se dire bon, finalement maintenant ça va, je suis parfait, j'ai compris la lumière, tout va bien. Quand on se dit ça, c'est qu'il y a déjà un autre problème. En fait, on passe notre vie à, ça c'est les psychologues qui l'expliquent bien, à se projeter sur autre chose. On se projette sur notre conjoint, on se projette sur une ombre, on se projette sur Dieu, on cherche dans l'extérieur des visages et des miroirs qui nous reflètent, alors qui reflètent notre culpabilité, comme moi je regardais cet Alexander, qui reflètent notre beauté ou notre désir quand on regarde sa femme ou son mari. Ce qu'il faut, c'est essayer de se rendre compte qu'on fait ce mécanisme-là et que nous-mêmes, on ne cherche qu'à se rassurer. Et quand on a conscience déjà de cette disposition que toutes et tous on met en œuvre dans nos relations quotidiennes, on peut déjà prendre plus de distance et se dire ah, ok, si je me comporte comme ça, c'est peut-être parce que je suis dans une forme de jeu avec cette personne ou dans cette situation. Moi, depuis 30 ans que je m'intéresse à cette planète et à ces agitations, je ne cesse de vouloir comprendre les mécanismes qui agitent les relations humaines et qui agitent notre propre intériorité. Et plus on les comprend, plus on est libre, plus on est libre. Et je vois tellement de gens décider à un moment de leur vie de se dire « bon, j'arrête, ça va mieux ». Et puis il y a quelque chose qui se cristallise, qui devient de plus en plus dense, de plus en plus pesant. Et puis l'âge augmente et on arrive à quelques années de la fin de vie, à quelques mois de la fin de vie, et là on devient un espèce de truc cristallisé avec des regrets. Et puis les semaines se rapprochent avant le moment de la mort, et là on se dit « oh là 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 là, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Mais on le sait, ça, on le sait. Et ce livre, cette confrontation avec Alexander, tout le monde peut le faire. C'est aussi une des raisons qui m'a décidé à écrire ce livre, c'est que ce n'est pas juste une histoire anecdotique un peu exotique et bizarre d'un mec qui raconte sa vie antérieure. C'est une confrontation avec une part de moi. On a tous des parts multiples. On a tous la possibilité de les regarder en face, d'en apprendre, de se découvrir mieux. Et il faut le faire. Il faut ne reculer aucune occasion. On passe sa vie à reculer ces moments-là. Et puis on arrive voilà, à l'hôpital, 15 jours avant de mourir, on se dit « zut, si j'avais su ». En fait, cette enquête, elle a été difficile à faire. Difficile à faire parce que je n'ai mis aucune limite. Je l'ai menée jusqu'au bout. C'est-à-dire que cet homme est mort en Russie. Je savais qu'il fallait que j'aille en Russie, dans un petit village perdu au fin fond de la Russie. Il fallait que j'y aille. Il fallait que j'aille voir cet endroit, que je sois sur place. Pourquoi? J'en sais rien. Pour faire quoi? J'en sais rien. Retrouver son corps? Est-ce qu'il est encore là-bas? Comment je le saurais? Il fallait que j'y aille. Et j'y suis allé. Et j'ai poussé au maximum l'enquête possible, parce que ça m'a été permis par le fait que je découvre que cet homme avait vraiment existé, donc j'avais des éléments biographiques et matériels à ma disposition pour savoir qui il était, pour connaître sa famille.
Est-ce qu'il a encore de la famille vivante aujourd'hui en Allemagne? Est-ce que je peux les retrouver? Comment est-ce que je peux les retrouver? Si je les retrouve, qu'est-ce que je vais leur dire? Coucou, je suis la réincarnation de votre aïeul. Toutes ces questions, je me les suis posées, puis j'ai foncé. Et ça m'a mis dans une situation particulière parfois, mais qu'est-ce que c'est important de mettre les choses en lumière? Qu'est-ce que c'est important? Est-ce qu'il faut que je le pardonne pour arriver à une forme de libération? C'est une vraie question importante, parce que qui je suis pour pardonner à quelqu'un qui a participé à un régime, qui a commis de telles atrocités? Il ne faut pas que le pardon soit une sorte d'absolution ou de gommage de la faute commise, et certaines fautes sont tellement innommables et tellement importantes que peut-être qu'elles ne peuvent pas être pardonnées. Moi, je ne sais pas, le processus est encore en cours. Cet homme m'accompagne aujourd'hui, à distance. Il est clairement identifié en moi. Et je pense que cette enquête et ce livre a permis une forme d'apaisement, déjà de moi, et de dissociation de nos deux vies, de nos deux parcours. Le pardonner, non, pas forcément, mais mettre en lumière pourquoi il est devenu comme ça. Pourquoi un petit garçon, a priori gentil, sympa, né quelques années avant que mon père ne naisse, dans l'est de l'Allemagne. Pourquoi est-ce que ce petit garçon est devenu un membre de l'ordre noir, de l'ombre la plus absolue, de l'horreur? Le comprendre, c'est déjà comprendre qu'on est tous ce petit garçon blanc. Et si ça peut aider certaines personnes qui vont lire ce livre à comprendre qu'ils ont peut-être aussi une part d'ombre en eux, et qu'il ne faut pas culpabiliser d'avoir ça, il ne faut pas non plus s'en vouloir, il ne faut pas non plus le refuser, mais peut-être trouver une place adaptée à cette ombre. Parce que l'ombre, c'est quelque chose qui peut nous manger, mais c'est aussi quelque chose qui peut nous donner de l'énergie pour atteindre quelque chose. L'ombre, c'est, dans la psychologie jungienne, c'est un archétype, c'est-à-dire une disposition générale qui gagne les choses. L'ombre, c'est quelque chose qui a envie de gagner, qui a envie d'obtenir des choses. Alors parfois, et c'est ça le danger, ça nous fait franchir des limites, et parfois les limites franchies sont terribles. Donc l'ombre ramenée à sa place, ramenée à sa vraie justesse dans un parcours de vie, peut aussi être quelque chose qui va devenir un moteur plutôt que nous faire un pas vers le précipice. Cette histoire a concerné toute ma famille, parce que ma famille est témoin de ces émotions qui sont en moi depuis très longtemps. Comme moi, ma famille en ignorait l'origine, ma famille, ma femme, ma fille, ma mère. De voir cette découverte d'Alexander, ça a fait peur aussi. Ça a fait peur, parce que voilà, on n'est pas dans une histoire banale. Ma femme particulièrement a eu peur de la danse que j'ai engagée avec Alexander, parce que pour comprendre cette ombre, il fallait aussi que je m'en approche très près, que je renoue ces liens pour comprendre ce qui nous liait et comment le délier. Et donc dans ce travail qui s'est étalé sur des mois et des mois, effectivement ça a été très très dur à vivre pour moi. Quand j'ai visité certains des lieux où Alexander Herrmann a vécu en Allemagne, et notamment certains camps de concentration, ça a été vraiment, vraiment très très difficile. Et pour la femme qui m'accompagne, ça a été aussi difficile de voir cette espèce d'aspiration vers le mal. Mais j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui sait que cette confrontation-là était aussi porteuse de guérison au final. Donc elle a eu la confiance et elle a espéré avec gentillesse, vigilance, mais bienveillance aussi, que ce processus arrive à son terme sainement. Ce qui s'est passé. Cette histoire, quand elle m'est arrivée, après cette expérience, il était d'une part évident pour moi que je devais enquêter dessus, faire ce travail de recherche, aller très loin dans cette confrontation. Mais en cours de route, en découvrant le visage de cette abomination, s'est posé plusieurs fois la question de savoir si j'allais vraiment en faire un bouquin. Parce que c'est un réflexe spontané pour moi d'écrire. Mais devant l'abjection du régime nazi et de ce que je mettais à jour, je me suis dit,
Non, par décence, il ne faut pas que j'écrive. Il faut que je mène à bien ce travail de guérison, moi, tout seul, avec un psy, mais cette histoire restera confidentielle. Et puis finalement, en travaillant, en enquêtant, je me suis aperçu que cette histoire, elle ne me concernait pas que moi seulement. Elle concerne tout le monde. Elle concerne tout le monde dans le sens où tout le monde a une part d'ombre, a une part de lumière. Et que chez chacune des personnes qui nous écoutent, et leur entourage et autres, et chaque personne qui constitue cette humanité dans laquelle on vit, il y a cette possibilité du pire et cette possibilité du meilleur. Cette possibilité de l'horreur, cette possibilité de la lumière et de la transcendance. On porte tous ça. Et plus il y a de la lumière, plus il y a de l'ombre, plus il y a de l'horreur. Donc en fait, bien au-delà des petites questions réductrices, réincarnation, etc., l'histoire, c'est cette histoire que je raconte, cette confrontation avec cette part d'ombre en moi qui est identique à celle que chacune et chacun des gens qui nous écoutent peuvent aussi expérimenter et vivre. Regarder cette ombre, en apprendre quelle part elle prend en nous, comment on peut la maîtriser, en faire quelque chose qui nous mange moins. Et tout d'un coup, l'évidence de ce livre est venue comme ça. Parce que ce livre, c'est pas mon nombril, moi et moi-même. C'est un reflet de quelque chose qu'on vit tous. Et c'est dans ce sens-là que j'ai poussé mon écriture aussi, pour rendre cette histoire, au-delà de mon parcours personnel qui ne regarde que moi, je voulais aussi en montrer le côté universel de cette confrontation qu'on peut tous faire et tous avoir. Alors est-ce que ce livre sera utile? Je l'espère parce que je l'ai écrit avec énormément d'émotion, énormément de sincérité. Ça a été très très intense d'écrire ce livre. L'écriture m'a pris vraiment plusieurs mois totalement dédiés à ça, d'une grande intensité. Il y a eu des émotions colossales qui sont venues parce que j'étais habité par cette douleur de la Seconde Guerre mondiale et il fallait que je trouve mon positionnement par rapport à ça. Donc est-ce que ça peut aider les gens qui le lisent? Je l'espère, c'est pas à moi d'y répondre, ça sera à eux. Je l'espère parce que je me mets à nu complètement dans ce livre. Je me mets à nu et je ressemble en fait à tous les gens de cette planète. Je ne suis pas un extraterrestre, je suis quelqu'un comme tout le monde et j'ai rien de particulier, j'ai rien de plus spécial. J'ai juste la possibilité d'écrire un mécanisme et un cheminement qui a été le mien pendant plusieurs mois pour aller vraiment au fond d'une confrontation. Donc si ce livre inspire ceux qui le lisent à avoir envie de se confronter eux-mêmes à leur monde intérieur et que ça leur donne des clés, que ça leur donne des outils, j'explique point par point comment j'apprends, moi qui suis quelqu'un de très mental, à avoir confiance dans mes intuitions, à avoir confiance dans mes ressentis. Moi, j'ai toujours besoin de vérifier. Et d'ailleurs, cette histoire n'a commencé que parce que j'ai pu vérifier 6 faits totalement réels entre la vision que j'ai eue dans ce rêve et la réalité de l'existence de cet Alexander Herrmann. Sinon, j'aurais rien commencé. Mais au-delà de ça, dans cette relation et cette enquête qui a duré, encore une fois, des mois et des mois, il s'est passé plein de choses du domaine subtil. Et je livre point par point, mois après mois, comment je prends confiance dans tout d'un coup une intuition et comment justement prendre confiance dans ces intuitions, prendre confiance dans ce monde subtil auquel on a accès, peut nous donner des informations mais hallucinantes et fracassantes sur notre vie, quoi. Et sans entrer dans de la science à 2 balles, j'ai vraiment l'impression que il y a une dimension de l'éternité qui nous échappe complètement. Moi qui m'intéresse à la mort depuis la mort de mon frère il y a plus de 16 ans, il ne se passe pas un jour sans que je réfléchisse à la nature de cette vie après la mort, qui pour moi est aujourd'hui une certitude, mais qui ne veut rien dire non plus, qui ne répond à aucune question. Qu'est-ce que c'est que vivre après la mort? Qu'est-ce que c'est que vivre une fois que notre corps est réduit en poussière? Qu'est-ce que c'est cette part éternelle de nous qui survit? Alors, de plus en plus de gens s'accordent aujourd'hui sur le fait qu'on a une part de nous qui est éternelle et qui continue à vivre, mais qui vit en dehors de notre temps, qui vit en dehors de cet espace dans lequel on est. On n'est plus quelque part, on n'est plus coincé dans une temporalité. Donc, d'une certaine manière, Alexander Herrmann, il est en train de vivre quelque part en ce moment, dans une autre dimension. Et peut-être que nos vies passées, nos vies futures sont toutes en train de se dérouler sur des plans différents, des univers parallèles. Je ne cherche même pas à essayer de comprendre scientifiquement comment ça peut s'expliquer. Je suis complètement incompétent. Et je ressens ça. Et je ressens que ce que j'ai fait
en enquêtant, en mettant en lumière le parcours d'Alexander Herrmann, en l'accompagnant, j'ai agi sur lui. Il est mort dans mon temps à moi, dans notre temps, le temps de tous les gens qui regardent cette interview. Il est mort il y a plus de 70 ans. Pourtant, il y a une partie de lui qui vit quelque part dans un univers parallèle, en même temps qu'elle vit aussi en moi. Et ce travail, je pense, l'a guéri. Enfin, l'a peut-être aidé. J'espère aussi que ça a aidé tous les gens qui ont payé de leur vie cette période infâme et intense, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup et leur détresse, leur souffrance, la honte de ce qui leur est arrivé m'habite et a vraiment joué beaucoup dans mon questionnement sur est-ce que oui ou non je dois écrire ça. J'ai eu la chance il y a quelques années d'interviewer longuement un survivant des camps de concentration et d'Auschwitz qui était Samuel Pisar, qui est une rencontre qui m'a énormément marqué, de serrer la main de cet homme qui était âgé, en m'imaginant que cet homme a été un enfant de 14 ans qui était à Auschwitz. C'est innommable, impensable. Donc cet homme et ces millions d'autres m'habitent aussi. Leur douleur est là, elle existe. On en est chacun dépositaire. On en est responsable, tous. Qu'on y ait participé directement ou pas directement, on fait partie de la même humanité. Et je crois qu'à un certain niveau de l'existence, on est tous la même chose, la même personne. Donc on est ces millions de juifs, on est ces millions de SS, on est tous ces êtres-là en nous. Et c'est dur de jongler avec toutes ces émotions, mais c'est crucial d'avoir ça à l'esprit. Donc je pense aussi beaucoup à ces victimes, à ces plus de 60 millions de victimes directes de la Seconde Guerre mondiale et à ces 6 millions de juifs qui ont été exterminés à un moment où plein de gens qu'on connaît vivaient déjà. Vous vous rendez compte de la proximité de ce temps? C'est pas de l'histoire, c'est pas loin, c'est pas en noir et blanc. Mes parents vivaient pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient enfants. Plein de gens qui nous regardent avaient des parents ou des grands-parents qui vivaient. C'est récent et ça peut revenir. C'est là, on n'est pas à l'abri de ça. Ça s'est déjà reproduit dans les Balkans, au Rwanda, des choses similaires. C'est en nous. Et en mettant ça en lumière, c'est peut-être la seule façon qu'on puisse arriver un jour à faire que ça ne se reproduise plus. En s'apercevant qu'on a tous cette horreur, mais aussi cette lumière qui y met fin.